Entre 1095 et 1290, on a eu plusieurs croisades. Le problème, c'est que quand les chevaliers partaient en guerre, qui allait garder leurs biens immobiliers? Qui allait garder tout leur patrimoine? Et bah, en fait, ils confiaient leur patrimoine à des personnes de confiance. Et souvent, c'était des enfants mineurs. Oui, parce que les enfants ne partaient pas en guerre. Mais le problème, c'est que pour leurs biens immobiliers, pour leur patrimoine, qui s'occupe de la gestion des enfants mineurs? C'est compliqué. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait auparavant? Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et pourquoi on parle de ça maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient l'origine de la fiducie? Donc à l'époque, les chevaliers confiaient leur patrimoine à une personne de confiance qu'on appelait le trustee. Et justement, cette idée a évolué en Angleterre avec la common law. Et c'est à partir de ce moment-là que le système du trust est né. En gros, c'est un système de confiance qui dit qu'une personne protège les biens et protège et s'occupe des biens d'une deuxième personne pour le bénéfice d'une troisième personne. Nous, en France, on n'avait pas besoin du trust. Pourquoi? Parce qu'on avait le droit romain qui était déjà très riche. Le royaume d'Angleterre, quant à lui, n'a pas pu bénéficier du droit romain, du droit civil romain, contrairement à la France. Donc, il devait créer ce système de trust. Mais la France a quand même dû s'adapter aux enjeux internationaux et donc a créé un équivalent du trust qui s'appelle aujourd'hui la fiducie. En gros, la fiducie, qu'est-ce que c'est? Tu confies tes biens à quelqu'un pour une durée déterminée, mais tu gardes un contrôle indirect. Par le biais d'un contrat, le propriétaire est défini comme étant un constituant et il confère son droit sur un ou plusieurs actifs de toute nature. Donc il va confier ces droits-là à une personne qu'on va appeler le fiduciaire. On a le fiduciaire qui devient officiellement le propriétaire mais à durée déterminée. Le patrimoine fiduciaire est distinct du reste du patrimoine. Il va vraiment être distingué et celui qui va percevoir les revenus s'appelle le bénéficiaire. Lorsque le constituant, pour une raison ou une autre, il n'est pas en mesure de pouvoir gérer son patrimoine, il va le confier à un fiduciaire. Et à l'échéance, la fiducie revient au constituant, donc revient à la personne qui a donné son patrimoine. C'est ce qu'on appelle une fiducie gestion. Une autre raison pour laquelle on peut créer une fiducie, parce qu'on peut se dire, mais pourquoi créer une fiducie, ça sert à quoi? C'est lors d'un emprunt. Si tu as une entreprise qui souhaite emprunter et se protéger au niveau des garanties, ce serait pas mal qu'elle délègue la fiducie à une société d'emprunt. Imaginons que la société a besoin d'emprunter, elle va placer son foncier dans la fiducie. Le prêteur est cette fois-ci fiduciaire, mais vu qu'il bénéficie de la pleine propriété, il va bénéficier de la meilleure sûreté si jamais le constituant devient défaillant. Parce qu'il ne sera plus officiellement propriétaire, ce sera le fiduciaire, donc le prêteur. C'est ce qu'on appelle une fiducie sûreté. On a un troisième type aussi de fiducie, c'est plutôt pour organiser la transmission et la succession. Il s'agit de la fiducie libéralité. Le problème, c'est que la fiducie libéralité est censée être interdite par le code civil parce qu'on pourrait violer la réserve héréditaire. Elle est censée être interdite, mais il existe un moyen quand même de la mettre en place. La fiducie libéralité, elle est envisageable sur la quotité disponible via une charge substitutive. En fait, l'idée, c'est de se protéger contre une mauvaise gestion du donataire ou une mauvaise gestion du légataire. Mais c'est pas tout, la fiducie elle est très pertinente d'un point de vue fiscal parce qu'elle repose sur un principe clé qu'on appelle la neutralité fiscale. Au moment où on va transférer des biens dans la fiducie, on va rien payer, ni de TVA, ni de droit de mutation, rien, c'est comme si rien ne s'était passé. C'est ce qu'on appelle la neutralité fiscale. Parce que le législateur, il sait que si jamais il n'y avait pas de neutralité fiscale, personne n'utiliserait la fiducie, tout comme le groupe de société ou tout comme la holding, j'en ai fait une vidéo précédemment. Lorsque la fiducie sort du patrimoine du propriétaire, on n'aura même pas d'impôt sur la plus-value. On n'aura pas de droit de mutation. Du côté de la TVA, on bénéficiera du régime de transmission universel. Quand un patrimoine est placé dans une fiducie, on pourrait penser qu'il est imposé dans la fiducie elle-même. Mais en fait, c'est totalement pas le cas. Les biens restent fiscalement attachés à la personne qui les a confiés, au constituant. Par exemple, si ces biens, ils génèrent des revenus comme des loyers, c'est le constituant qui va les déclarer dans ses impôts. Et même pour l'impôt sur la fortune immobilière, c'est toujours le constituant qui paye et ce n'est pas le fiduciaire. La fiducie ne change rien aux obligations fiscales, mais c'est un excellent outil pour organiser et sécuriser votre patrimoine. C'est un outil vraiment puissant, mais qui nécessite une bonne stratégie et un accompagnement d'experts pour être pleinement optimisé. Si jamais tu as entendu parler de la fiducie, c'est quelque chose que tu veux mettre en place, optimiser ton patrimoine par rapport à tout ça, je t'invite à prendre un rendez-vous. Mon lien Calendly est dans la description.